Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Nous sommes donc lundi matin, lundi 9 novembre. Je vais faire juste une allusion aux élections américaines. Alors effectivement, ce sont les médias qui décident qui a gagné, n'est-ce pas? Comment ne pas s'étonner qu'on retrouve 120 000 bulletins par correspondance, comme par hasard, ils sont tous pour Biden. Ça c'est fantastique. Enfin bon, entre les employés des postes qui récoltent les bulletins dans certains quartiers riches, huppés, dont on sait qu'ils vont voter pour Trump, ben, du coup, les enveloppes se reconnaissent. Hein, donc il suffit de prendre les enveloppes et de les jeter parce qu'on sait qu'à 90% il y aura des votes de Trump. Enfin bon, il y a des tas de trucs. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo, mais bon, il y a un traitement médiatique, ce sont les médias. Rappelez-vous quand même que Trump a toujours été un peu contre les multinationales, ce qu'on appelle les GAFA, etc., les Google et tout. Il essayait même un petit peu de casser ce monopole. Donc, comment s'étonner que tout le monde ne soit pas contre Trump. En plus, il y a quand même un état profond qui fait qu'on peut se poser la question, qu'est-ce que Trump dirigeait encore? Parce qu'on avait l'impression qu'il avait beaucoup de mal à faire passer ses désirs, ses lois, enfin ses ordres, hein, très compliqués. Alors c'est sûr que Trump n'était pas un personnage très reluisant, il avait quand même un sacré caractère, mais moi ce qui m'importe, c'est pas le personnage par lui-même, hein, c'est ce courant populiste qui est insulté, qui est méprisé à travers Trump, le courant des travailleurs salariés, des classes moyennes, qui payent tout le temps et qui n'ont jamais droit à rien. Hein. Enfin bon, franchement, à Trump, rien ne leur a été épargné pendant cette campagne électorale, comme durant tout son mandat. Hein. Beaucoup de partialité, de haine. Cela ne s'explique en fin de compte que par la volonté de configurer l'esprit des gens qui avaient le camp du bien et le camp du mal, et que Trump représentait le camp du mal. Mais voyons, ça augure... Mais en fin de compte, c'est à l'image, si vous voulez, quand vous voyez tous les médias qui étaient contre Trump, qui se permettent de couper ses allocutions, ses interventions, c'est un petit peu à l'image de ce qui s'est passé pendant la campagne de 2017, où vous aviez toute la presse, les magazines, les revues qui nous parlaient que de Macron et de Brigitte. Et donc, évidemment, quand 90% de la presse est détenue par 8 ou 9 milliardaires qui sont copains comme cochons avec le dit Macron parce qu'il leur a fait des faveurs, des gens comme Xavier Niel ou le patron le nom m'échappe, le patron de SFR, le franco-israélien, passeport portugais et suisse, enfin, qui a donc SFR et BFM TV, etc., plus beaucoup de presse écrite. Enfin bon, vous voyez, Draghi, voilà, il voit bien, Draghi. Donc, c'est un petit peu à l'image, et c'est l'image de ce qui risque de se reproduire, si vous voulez, dans les prochaines élections présidentielles en 2022. Ça risque de se la jouer comme ça. Hein. Donc, vous voyez, comme ça s'est passé aux États-Unis, eh ben, si jamais il doit y avoir un ou deux candidats qu'on peut dire patriotes, il aura toute la presse qui sera contre lui, toute cette presse qui est pour un espèce de mondialisme, pour le libre-échange. Voilà. Bon, je suis allé, alors le confinement, c'est un truc de fou, je me suis arrêté dans un magasin boulanger, j'ai voulu voir un petit peu comment étaient les rayons. Alors figurez-vous qu'une machine à laver, c'est pas quelque chose d'essentiel. Hein. Votre machine à laver tombe en panne, vous avez du linge à laver, vous avez des enfants à la maison, et ben non, c'est pas essentiel. Par contre, vous pouvez acheter un appareil à raclette, une plancha, un barbecue, peut-être, je crois, même une télécouleur, une chaîne hi-fi, pas de problème. Alors, la distinction, c'est très compliqué. Hein. Si vous achetez un home cinéma avec plusieurs baffles,
vous n'avez pas le droit, mais si vous achetez juste une barre de son, vous avez le droit. Enfin, j'ai discuté avec le vendeur qui m'a dit, écoutez, je ne comprends plus rien. Ce matin, on m'a dit que je n'avais pas le droit de vendre des appareils photo. Cet après-midi, on m'a dit que j'avais le droit. Et puis la vendeur d'électroménager m'a dit, bah, écoutez, effectivement, je ne dois même pas, je n'ai pas le droit de vous parler des machines à laver. Par contre, vous rentrez chez vous, vous nous laissez votre téléphone, on vous appelle chez vous, vous passez une commande par Internet et on vous livrera. Mais je ne dois pas vous faire la vente sur place. Enfin bon. Également, j'entendais, il me semble, il y a 2 jours, Michel-Édouard Leclerc, pour les centres Leclerc, qui nous expliquait que si vous achetez un pyjama de 3 ans, c'est dans le rayon puériculture, donc vous avez le droit. Si c'est un pyjama de 4 ans, c'est dans le rayon habillement enfant, donc là, vous n'avez pas le droit. Donc, comme vous pouvez voir, c'est toujours la même connerie. Je veux dire, vous êtes dans le magasin, vous achetez 4 articles de première nécessité, effectivement, d'alimentation. Vous vous dépannez avec 2 paires de collants, 2 paires de chaussettes ou des sous-vêtements. C'est une fois que vous y êtes dans le magasin, que vous faites la queue, que vous ayez 2 articles de plus dans le chariot, franchement, évidemment, c'est pas essentiel, c'est pas essentiel, enfin, c'est pas essentiel. Tout dépend, hein. Vous avez des personnes qui ont une paire de chaussures d'avance et qui, s'ils cassent cette chaussure, il faut vite racheter derrière des baskets pour les enfants parce qu'ils les ont déchirées ou n'importe. Et l'achat d'une paire de chaussures peut être essentiel si vous avez déchiré et si vous n'avez pas une garde-robe avec plusieurs paires de chaussures. C'est tout. Non mais bon, c'est du grand n'importe quoi. Hein. Enfin bon, je vous ai mis la photo, je vous mets la photo de Castex, employé du mois de chez Amazon, Amazon a fait plus 37% de chiffre d'affaires en un seul trimestre. Hein. Bravo pour la France. Hein. Amazon qui ne paye pas d'impôts dans notre pays, enfin je crois que très faiblement, je crois. Il me semble avoir entendu parler de 400 millions d'euros. 400 millions d'euros quand Carrefour ou Leclerc on paye 10 fois plus. Enfin bon. Enfin, alors c'est bizarre, on a vu que Macron faisait de la communication en allant au Pertus dans les Pyrénées-Orientales, mais comment dire, il n'y a pas de quarantaine. Si vous voulez, il n'y a pas de quarantaine pour les personnes qui viennent d'autres pays. Donc, c'est tout du pipeau. On va renforcer quoi? Du personnel qui vont surveiller les frontières. Mais en fin de compte, dans l'espace Schengen, on a le droit de circuler. Alors, ce qui est très bizarre, c'est que certains pays, au niveau de l'espace Schengen, eux ne se gênent pas pour interdire l'entrée de leur pays. Même des Français ne peuvent pas aller dans certains pays de l'Europe, de l'espace Schengen. Parce qu'il y a cette histoire de quarantaine et tout. Mais nous, tout le monde vient. Hein. Alors c'est très bizarre parce qu'en fin de compte, vous avez besoin de vous faire une attestation, d'avoir des papiers pour sortir de chez vous, ne serait-ce qu'une heure. Et puis en fin de compte, vous avez des dizaines de milliers de personnes, ce qu'on appelle des sans-papiers, qui eux ne se gênent pas pour rentrer en France en toute illégalité. Une petite anecdote aussi, parfois on se pose des questions dans l'armée, la gendarmerie, la justice, une certaine infiltration par des personnes qui, franchement, sont un peu spéciales quand même. Hein. En plein couvre-feu, des élèves policiers ont fait la fête et ont insulté d'autres policiers qui venaient faire arrêter cette fête. Ça s'est passé à la plus grande école de police, celle de Nîmes, et je crois que c'était la veille du 1er novembre. Hein. Voilà. Hein. Quand je pense que le premier Pékin qui passe, le premier Français qui passe va payer 135 € pour non-respect du masque, et qu'en fin de compte, des élèves policiers faisaient la bringue sans distanciation sociale et évidemment en pleine nuit, si vous voulez. Hein. Donc c'est toujours assez sidérant. Enfin. Une autre petite brève aussi, à Dijon. Hein. À Dijon. Je crois que c'était vers le 29 octobre. Je reviens un petit peu parce que la richesse de l'actualité fait que, bon, c'est quand même sidérant. Allahu Akbar, un défilé turc au cri d'Allahu Akbar, quelques heures après l'attentat de Nice quand même. Hein. Un cri belliqueux qui a résonné sur le territoire pour clore une journée noire pour le pays, jeudi 29 octobre au soir, en plein couvre-feu. Plusieurs dizaines de militants nationalistes de la communauté turque ont défilé dans les rues de Dijon à grand renfort de drapeaux.
et donc de takbir, c'est-à-dire le slogan à l'Akbar, avant d'être dispersé par des gaz lacrymogènes. Donc ce défilé musclé, évidemment, visait principalement la communauté arménienne en raison du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie dans la région du Haut-Karabakh. Donc à des milliers de kilomètres de là. Hein. Voilà. Et puis bon, les déclarations d'Emmanuel Macron sur les caricatures ont favorisé un peu un vent de colère très communautaire et religieux. Hein. Voilà. Hein. Vous avez plein de gens qui crient Ali Akbar en plein centre de la cité bourguignonne, Dijon. Oh, alors vous savez, le nouveau monde de Macron, c'est le monde des magouilles. Le député Mustapha Al-Habib a été condamné, oui, le 5 novembre par la Cour d'appel de Rennes à 8 mois avec sursis, 10 000 € d'amende et 3 ans d'inéligibilité pour abus de confiance. Il utilisait la carte bancaire de son association pour la réinsertion des jeunes pour régler des fast-foods, des hôtels à Paris et des vacances à Marrakech avec sa famille. Voilà. Hein. Sans commentaire. Deux bonnes actions de musulmans. Vous allez voir. Dimanche soir, donc suite, si vous voulez, à l'assassinat à la cathédrale de Nice de ces pauvres personnes qui étaient dans un lieu de culte pour prier, 15 musulmans ont formé une chaîne de protection devant la basilique de Fourvière à Lyon. Hein. Voilà. Donc, un beau geste pour montrer qu'ils n'étaient pas d'accord avec la façon dont ça se passait, effectivement. Mais seulement 15 personnes musulmans sur des communautés de dizaines, voire centaines de milliers de personnes de confession musulmane, seulement 15 personnes ont eu le courage d'aller devant Fourvière et de faire une chaîne humaine pour montrer qu'il pouvait aussi avoir de l'humanité partout. Vous voyez. Donc c'est relativement... ça interpelle. Seulement 15 sur une communauté urbaine comme la région lyonnaise. Belle action aussi. Vous savez qu'il y a eu des attentats près d'une synagogue à Vienne. Et comme par hasard, il y avait des Turcs qui étaient dans le quartier. Et donc, évidemment, ces jeunes Turcs, mais comme tout le monde de sensé, je veux dire, ont porté secours à un policier blessé, à des victimes peut-être de confession juive, je ne sais pas, je n'ai pas le détail. Et donc, du coup, on est tellement dans cette promotion du vivre ensemble qu'on en a fait des héros. Je veux dire, ils sont passés à la télé, ils ont reçu une médaille, ils ont été reçus par le Premier ministre autrichien, je crois, voilà, pour montrer que 2 ou 3 personnes, jeunes hommes de la communauté turque, donc il y en a un qui s'appelle comme le président Erdogan, il a le même prénom d'ailleurs, Tayyip Recep. Et donc ils ont été reçus par les autorités. Bon, ils ont fait tout un cinéma autour, mais je veux dire, si moi je traverse la rue pour aller aider une personne qui a pris une balle et qu'elle est de confession musulmane, on ne va pas me dire « Oh, regardez, ce Gaulois réfractaire ou ce chrétien a été porté secours à un musulman lâchement abattu par un terroriste ». C'est la normalité. Je veux dire, on est des êtres humains. Je veux dire, on va porter secours à une personne, quelle que soit sa confession. Eh bien non, là, dans toute la communauté, on a 2-3 Turcs, il me semble, qui ont porté secours, dont un policier. Oh mon Dieu, voyez comme ils sont bien, ces Turcs et tout. Et je veux dire, c'est la moindre des choses. Encore heureux qu'il y ait de l'humanité chez les personnes, que pas toutes ces personnes soient hystériques, hérétiques et ultra-religieuses et haineuses envers la société occidentale. Heureusement, on peut dire Dieu merci si Dieu existe. Bon, enfin, vous voyez. Mais on vous en fait tout un truc en vous disant ah, vivre ensemble, regardez. Bon. Une petite note peu réjouissante. On s'aperçoit qu'en fin de compte, il y a des rapports qui sont sortis, une note rédigée par la Direction générale des collectivités locales qui met en avant les dysfonctionnements
graves relevés lors de la première vague du Covid-19, comme des crémations forcées ou la mise en danger de salariés du funéraire. Le document pointe un ensemble de précautions éthiques et de textes légaux qui n'ont pas été pris en compte. Voilà, on savait que l'attention portée aux morts avait constitué un point noir de l'épidémie de Covid au printemps dernier, mais une note de synthèse de la Direction générale des collectivités locales, obtenue par Mediapart, révèle une situation encore plus grave que celle décrite à l'époque, crémation imposée au mépris de la loi, funérailles empêchées, mise en bière forcée, le bilan est lourd et saisissant, mais la Direction générale du ministère de la Santé indique n'avoir pris connaissance de ces retours que courant octobre, donc il ne manque pas d'inquiéter quand même une nouvelle fois sur le fonctionnement de l'appareil d'État et sur l'impréparation face à la deuxième vague. Ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Mais bon, on se demande ce qu'ils ont fait durant tous ces mois, mais bon. Alors faites très très attention, très attention. La gendarmerie est mobilisée contre les chercheurs de champignons. Donc dans le Périgord, chers amis du Périgord, ne sortez pas. Bon, en région parisienne, en région lyonnaise, dans les grandes agglomérations, on ne risque rien. Le virus ne circule pas dans le métro, mais surtout n'allez pas dans les bois. La Covid est méchante et vous sautera dessus. Et le président, heureusement, veille sur nous. Et puis, donc, pour vous dissuader d'aller dans les bois, les gendarmes vont vous punir. Et voilà, on ne badine pas avec le confinement. 4 membres d'une même famille l'ont appris leurs dépens à Aubin. Donc Périgord, une patrouille de police les a surpris à plus d'1 kilomètre de leur domicile. Ils étaient partis se balader et cueillir des champignons. Ils ont expliqué s'être perdus. Qu'est-ce que je dis dans le Périgord? De l'Aveyron. Ils étaient dans l'Aveyron. Et donc ils se sont pris pratiquement pour 600 €, de 4 fois 135 de prime. Voilà. Ça revient cher du kilo de champignons. Alors, comment dire? C'est dans un coin d'ailleurs où il y a 4 députés macroniens d'ailleurs. Bon, j'espère que la prochaine fois ils vont voter différemment. Mais j'avais une remarque, c'est de dire ils ont certainement confondu les cèpes avec des amanites covidoïdes, si vous me permettez ce jeu de mots. Bien, je vous laisse 30 secondes et on va parler de l'hommage à Samuel Paty et donc de Véran. Voilà, à tout de suite. Fenêtre, on ouvre les portes, on n'est plus confiné dans des lieux, on va dehors. Et donc c'est le confinement qui provoque la circulation du virus. Me revoilà. Donc je vous ai passé une courte vidéo de Véran qui affirme que quand c'est confiné, c'est là qu'on chope le microbe. Donc toujours comme d'habitude, tout est son contraire. Avec cette administration Macron. Alors, 2 choses très surprenantes. Si je vous dis que le Covid est sans danger et ne circule pas dans l'air, d'ailleurs c'est ce que vient de nous dire Véran il y a 30 secondes. Pourquoi? Il y a eu deux jugements à Toulouse. Les soignants réclamaient des masques FFP2, les seuls qui sont vraiment efficaces. D'ailleurs, je vais vous passer en fin de vidéo une petite courte vidéo, un extrait de 2 minutes où vous avez quelqu'un des urgences de Marseille qui vous explique tout ce qu'il faut savoir sur le confinement et pourquoi il est contre ce confinement et que les masques qu'on vous fait porter ne servent à rien. Bon. Alors évidemment, les soignants nous disent, nous on veut des FFP2, des vrais de professionnels, pour vraiment être à l'abri du virus. Et donc on leur dit qu'en fin de compte, que ça ne sert à rien, que ce n'est pas la peine, parce que ça ne sert à rien d'avoir des masques, parce qu'en fin de compte, le virus ne circule pas dans l'air. Et la même administration à Paris refuse aussi que les soignants aient des FFP2 et affirme que le virus ne circule pas activement et nie leur présence aussi de ce virus dans l'air. Vous voyez, je veux dire, Toulouse et Paris, c'était la semaine dernière. Donc, en fin de compte, 9 mois d'un confinement fertile en mensonges, en mépris. Devant l'Assemblée nationale, Véran, il y a 2-3 jours, s'est offusqué qu'on le traite de menteur, prenant un témoin de manière assez ignoble, 2 jeunes dans un état grave pour illustrer son propos et sa clairvoyance. Cet arrogant s'est présenté comme un enfant que l'on calomnie.
Et alors, en fin de compte, il nous fait un caprice, soit vous acceptez mes mensonges et mon mépris, soit je renie le pouvoir de représentation que le peuple vous a donné, chers députés, et vous sortez de cette assemblée. Hein. Voilà. Olivier Véran n'aime pas la contradiction, et c'est de notoriété publique. Hein. Il a toujours raison, surtout quand il a tort, comme nous avons pu le voir pour les masques, les respirateurs, les tests, lors du premier épisode du printemps. Il veut nous confiner tout l'hiver avec des tests mal utilisés qui transforment en Covid les grippes et les pneumonies habituelles de l'hiver. Pire, il interdit alors de soigner ces pneumonies, nous ramène à l'époque où les antibiotiques n'existaient pas. Parce qu'on vous dit, il n'y a pas besoin d'antibiotiques, c'est viral, c'est un virus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très vicieux. Et en fin de compte, dans beaucoup de cas, ce sont des infections de saison. Et justement, c'est ce que j'ai fait moi avec la bronchite. J'ai fait en sorte d'éviter une surinfection et de donner des antibiotiques. Hein. De toute façon, je vous l'ai déjà expliqué, quand on utilise des tests avec des seuils au-dessus de 35 ou de 40 cycles d'amplification, ça ne peut donner que de faux résultats. Hein. Et donc, ça en a donné avec ma maman. Ça vous sort toujours des trucs que vous traînez depuis des mois et des mois. Hein. Donc aujourd'hui, nous avons des tests qui sont positifs et des symptômes. Mais quels sont les symptômes? Des rhumes, des nez qui coulent. Et c'était pourtant pas les symptômes de la première version du Covid, hein, rappelez-vous. Hein. Voilà, c'était surtout la fièvre, des courbatures, etc. Enfin, une perte du goût, perte de l'odorat, voilà. Hein. C'est ce qu'ils appellent de l'anosmie, de l'agueusie. Hein, voilà. Mais de toute façon, tous ces symptômes ne sont pas caractéristiques que du Covid-19. Hein. De nombreuses viroses, ce qu'on appelle des viroses respiratoires, peuvent aussi avoir le même type de symptômes. Hein. Donc il est évident que l'automne venu, les symptômes allaient se démultiplier, et donc facile de prévoir, sachant que les tests présenteraient un grand nombre de faux positifs. Et qu'on augmente le nombre de personnes que l'on teste, eh ben, bien sûr que ça serait une augmentation fulgurante, si vous voulez, des courbes. Mais des courbes de quoi? C'est une chose. Hein. Cette épidémie, c'est surtout une épidémie classique de virose automnale, dans un premier temps. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des malades, qu'il y a des gens qui souffrent vraiment de trucs. Mais rappelez-vous, je le dis toujours, quand vous chopez une bonne grippe carabinée qui vous laisse 15 jours au fond de votre lit, avec des douleurs de tous les côtés, vous ne savez pas ce qui vous arrive, et que ça tue 10 000 personnes, mais c'est aussi grave que le Covid. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'ai eu l'occasion de voir un Normalien qui avait fait une étude, j'ai vu ça dans une interview télé, sur tous les morts, hein, 20 000, 30 000, enfin même les morts de la grippe qu'on a rajouté au Covid, il y a seulement 28 personnes de moins de 30 ans qui sont décédées du Covid. Voilà. Sachez-le quand même que ça cible quand même une certaine catégorie où beaucoup de personnes aussi ont l'âge, des comorbidités, diabète, obésité, puis des insuffisances respiratoires, etc. etc. Et c'est qu'après, dès que vous avez un souci, qu'on vous envoie à l'hôpital, ça devient compliqué. Je vais partir sur Samuel Paty. C'est très grave ce qui se passe. Un lycéen de 15 ans a été mis en examen pour menace de mort après avoir menacé un professeur de lui couper la tête. Et ça s'est passé près de Lyon, à Caluire. Hein. On a appris ça il y a une semaine. Au moment du recueillement pour l'ensemble du corps enseignant, l'Éducation nationale nous indique quand même 400 incidents ont été signalés au cours de 7 minutes de silence. 52% des incidents recensés se sont déroulés dans des collèges, 27% dans des lycées et enfin 21% dans des écoles. Donc en fin de compte, c'est les petits collégiens, les petits merdeux qui sont en 6e et 5e qui font le plus de bordel en plus. Hein. Pour ces incidents, le ministère établit 3 catégories, 160 cas de refus de participation ou de perturbation ont eu lieu au cours de la minute de silence. Oui. 150 cas d'apologie du terrorisme ont par ailleurs été recensés, ainsi qu'une centaine d'autres événements, plus sérieux encore selon le ministère. Donc parmi ces derniers événements plus sérieux figurent notamment des menaces, des provocations, même des dégradations. Seulement une dizaine a pu donner lieu à des poursuites pénales. Des cas minoritaires, affirme en conclusion Jean-Michel Blanquer. Mais voyons. Alors, j'ai eu l'occasion
Je ne le retrouve pas. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, je reviendrai. Il y a de gros soucis quand même, d'après ce que disent les enseignants, mais j'y reviendrai, sinon ça va être, je vais être un peu long. Attendez voir, je retrouve 30 secondes. Je suis de nouveau avec vous. J'ai un bruit ambiant, il y a des travaux à côté là, et j'espère que ça ne va pas trop se ressentir sur la vidéo, mais c'est assez pénible et ça me perturbe. J'ai eu l'occasion de voir quand même un professeur à Conflans-Sainte-Honorine, qui a été interrogé, et il dit bon, qu'en fin de compte, il y a une impréparation complète pour ces hommages à Samuel, au professeur, et donc les élèves, face à une telle horreur sur les faits, sont restés muets, hein. Mais ils ont vu, pour la plupart, circuler sur la photo, sur Internet, la photo de la tête tranchée de Samuel Paty, et voilà. Et donc, le professeur nous explique, mes collègues et moi-même avons insisté sur l'importance de l'esprit critique et de la réflexion, à la fois face aux réseaux sociaux, mais pas uniquement. Et nous constatons tous les jours, beaucoup de nos élèves agissent sans réfléchir, suivent celui qui parle le plus fort ou qui s'impose le plus. Je suis persuadé que nombre d'entre eux auraient pu, sans pour autant souhaiter sa mort, se retrouver à la place des 2 collégiens qui ont accepté pour 300 € de désigner Samuel Paty à son bourreau. Peut-être ce drame leur permettra-t-il de prendre conscience que leurs actions ont des conséquences et qu'ils doivent donc réfléchir avant d'agir. Beaucoup ont semblé réceptifs à ce discours. Et je suis moins optimiste quant à l'efficacité de nos propos sur la liberté d'expression. La plupart des adolescents sont convaincus que cette liberté est fondamentale, mais une minorité n'adhère pas à cette idée car elle est contraire au discours entendu à la maison. Nous l'avons encore constaté ce jour, certains se sont totalement fermés, sont restés sourcils froncés et bras croisés toute la séance, d'autres ont clairement pris la défense du terroriste. Pourquoi on ne fait pas une minute de silence pour celui qui s'est fait tirer dessus? Ils veulent une minute de silence pour l'assassin, hein. Si on est dans un état laïque, pourquoi on entend les cloches de l'église? Et s'il y a la liberté d'expression, j'ai donc le droit d'insulter un camarade. Vous voyez, c'est pas... Hein, voilà. Puis que vaut la parole d'un professeur quand celle des parents va dans un tout autre sens, hein, qui a le langage familial et traditionnel, hein. Alors, on demande à ce professeur, pensez-vous que ça va favoriser l'autocensure au sein du corps enseignant, hein? Et donc le professeur vous répond, je suis en effet persuadé que contrairement au discours de quelques-uns, beaucoup de collègues s'autocensureront à l'avenir car ils auront peur d'aborder certains sujets. Les médias, les hommes politiques ne cessent de clamer haut et fort qu'il faut montrer les caricatures dans toutes les écoles, qu'il faut les afficher, qu'il faut lutter contre le fondamentalisme religieux. Sur le fond, nous sommes d'accord, mais le problème, c'est qu'on attend tout de l'école alors qu'elle est confrontée à un problème qui la dépasse. Les enseignants n'ont pas le pouvoir seul de changer les mentalités et de penser tous les maux de la société, et de donc pas être les seuls à se battre, et ce au péril de leur vie. Donc oui, l'autocensure risque de se développer, même inconsciemment. Et voilà, excusez-moi. Et voilà, je pense que j'y céderai à l'avenir parce que, bon, on peut quand même avoir peur des réactions de ces jeunes énergumènes. Alors, quels sont les élèves issus d'immigration? Quelle place occupent-ils dans votre établissement? Eh bien, oui. Donc là, on est à Conflans-Sainte-Honorine. Les enfants issus d'immigration représentent environ 40% de nos effectifs. Voilà, les élèves issus d'immigration et les autres ont pour la plupart des difficultés abyssales dans la maîtrise orale et écrite de la langue française. Je suis contraint de tout reprendre à zéro tous les ans pour ce qui est de la syntaxe et de la grammaire. Je fais en revanche attention à ne pas heurter les élèves quand on travaille sur des textes abordant la question religieuse, la place de la femme ou plus généralement les mœurs. On voit alors des visages se fermer et une tension certaine régner dans la salle. Ok ? Les parents, l'évolution des rapports entre les professeurs et les parents d'école. Les parents occupent une place toujours plus importante à l'école, à laquelle ils demandent constamment de rendre des comptes. Avec le développement du numérique, ils ont pris l'habitude d'écrire aux professeurs au moindre problème, y compris le week-end ou à 22h, espérant parfois obtenir une réponse dans la soirée. Vous envoyez un mail au prof, vous voulez qu'il vous réponde, hein, même s'il est en train de dormir. Hein.
Donc les professeurs sont sommés de justifier leurs notes jugées trop basses, de déplacer l'interrogation, d'envoyer par mail le contenu des cours quand un élève a été absent. Certains parents vont jusqu'à contester les sujets de devoir, se plaindre du trop haut niveau d'exigence ou du choix d'un livre, discuter d'une punition. Voilà. Les profs doivent constamment se justifier. Pour les conseils de classe, c'est la même chose. On doit régulièrement s'expliquer sur les résultats des élèves. Évidemment, les notes de français où il faut beaucoup rédiger sont souvent relativement basses. Hein. Et oui, alors, d'après les parents, évidemment, le problème n'est pas le manque de maîtrise de la langue française par les adolescents, mais bien le professeur qui est jugé trop exigeant et à qui on va reprocher de ne pas avoir suffisamment préparé les élèves. Bien sûr, les élèves ne veulent rien foutre en classe, ils foutent le bazar, mais c'est de la faute du prof. Hein. Donc les parents, bien entendu, ne font plus confiance au corps enseignant, ne le respectent plus. Il n'est donc pas surprenant que les enfants non plus ne respectent pas leur professeur. Il a bien longtemps que le professeur est descendu de son piédestal. Il est vu comme un fainéant qui ne fait que 18 heures par semaine, mais voyons, et qui n'a aucune conscience des réalités. Voilà, et puis comme par hasard, le professeur se fait plaisir en saquant tel ou tel élève. Hein. Il y a un mépris ambiant généralisé et insupportable, et il n'est évidemment pas étonnant que certains n'aient désormais plus aucun scrupule à critiquer un enseignant sur Internet. Je vous demande 30 secondes. Excusez-moi, je reprends un coup de fil professionnel. Alors, ce que je veux dire par la lecture de cet article, c'est que il n'y a plus aucun scrupule maintenant à critiquer un enseignant sur Internet et à mettre sa légitimité en cause. Donc on va écrire sur Facebook, oui, il a dit ça, il a montré des caricatures, il a montré des photos porno à mes enfants, etc., etc. Que des conneries, mais que certains esprits faibles prennent au pied de la lettre. Voilà. Hein. Et puis du coup, on dit, oh, le méchant, il est anti-musulman, ce monsieur le professeur, et puis on va aller lui couper la tête. Ben voyons, on va venger le prophète. Enfin bon. Et donc on nous dit bien que M. Paty était sur le point de recevoir la visite d'un inspecteur et celle-ci annonçait sans doute une sanction à venir. Voilà, avez-vous le sentiment de pouvoir compter sur votre hiérarchie en cas de difficulté avec un élève? Alors il nous dit, évidemment, ça dépend beaucoup des établissements. Hein. Certains principaux proviseurs défendent systématiquement leur équipe enseignante, tandis que d'autres proviseurs, directeurs, tremblent devant les parents. En fin de compte, les enseignants, écoutez bien, ont souvent le sentiment que les sanctions sont bien en deçà des faits commis. 2 heures de colle pour une insulte, une demi-journée d'exclusion pour une menace de mort auprès d'un professeur, mais c'est que dalle. Hein. Il faut souvent insister pour que certains chefs d'établissement finissent par accepter la tenue d'un conseil de discipline et aucune sanction possible pour ce que j'appelle l'insolence ordinaire des élèves refusant de sortir leurs affaires, répondant systématiquement quand on leur fait une remarque, passant leur temps à s'amuser alors que le professeur fait cours. Il y a un climat général où l'autorité, même l'autorité de l'État en général, hein, est complètement, systématiquement remise en cause. L'autorité repose sur la confiance. Aujourd'hui, les gens n'ont plus confiance, que ce soit à l'école, en la police, en la politique. On a délaissé l'autorité au nom de la bienveillance, comme si les deux étaient forcément contradictoires. Effectivement. Mais il faut être ce qu'on appelle juste, et on ne l'est pas. Je vais vous laisser, je vais vous rajouter donc 2 minutes d'un urgentiste et monsieur le docteur Fouché, hein, qui nous explique donc les effets collatéraux sanitaires, socio-économiques et systémiques concernant le confinement, et que en fin de compte, bientôt nos enfants, ça va ressembler à des orphelins de Roumanie, parce qu'à force d'être avec le masque, ils perdent en fin de compte au niveau du langage, la façon de l'expression visuelle quand on parle au niveau des consonnes et des voyelles, etc. Et si vous êtes masqué, etc., ça vous plonge dans un état un petit peu végétatif. Voilà, je vous laisse écouter cette vidéo. Je pense que c'est intéressant, c'est un professionnel qui est confronté, qui nous explique qu'il y a des tas de personnes qui meurent du cancer, de la leucémie, parce que justement leurs traitements, leurs opérations sont repoussés à cause de ce Covid, et qu'en fin de compte, on vous parle du Covid, mais en fin de compte, quand on sait qu'il y a 200-300 personnes qui meurent du cancer par jour, voilà, hein, on habille Pierre, on déshabille Paul, enfin, oui, vous voyez très bien ce que je veux dire, et donc c'est très très grave, et il me semble aussi avoir entendu
pour l'instant, tout ce qui est clinique privée, c'est quand même relativement très très peu utilisé. Et on s'amuse à faire des opérations de communication en vous expliquant qu'on va emmener des malades dans des régions où il y a moins de surpopulation au niveau des urgences. Et par contre, vous avez parfois des établissements hospitaliers privés qui sont à 5 km de l'hôpital public, qui sont vides, et on ne va pas mettre des patients en réanimation. Donc c'est très très bizarre la gestion, mais bon, voilà, je vous en ai déjà parlé. Je ressouligne ce point. Je vous laisse, je reviendrai plus précisément sur les élections américaines. Enfin, c'est fantastique, hein. C'est les médias qui font tout. C'est les médias qui font tout. Voilà. La façon dont on peut monter en épingle certaines choses, et même après s'il y a des démentis, automatiquement, vous ne pouvez... c'est resté, hein, c'est resté, et puis voilà. Enfin, écoutez, je vous laisse, on va aller travailler. Je m'excuse pour le bruit ambiant, hein. Ça sera terminé, ça ne se reproduira plus pour les prochaines. Peut-être demain, je reviendrai sur l'affaire Trump. En tous les cas, je vous demande de partager un maximum. Il me reste encore 20 jours de punition Facebook, de blocage Facebook. Et voilà, c'est la démocratie. Quand on vous dit que ce sont les médias qui font tout, je veux dire, voilà, les médias sociaux, les médias de presse, les médias audiovisuels, voilà, c'est eux qui dictent leur idée, dans la mesure où vous n'êtes pas d'accord avec la bien-pensance, enfin, ce qu'on veut vous faire accepter, et bien du coup vous êtes complotiste, gaulois réfractaire, et ça ne plaît pas. Voilà. Tout ça pour cette pensée unique. Sur ce, enfin, je sais que vous qui m'écoutez, vous savez ce qu'il en est et vous avez compris qu'on veut vous berner. Sur ce, je vous laisse. Partagez, abonnez-vous, faites passer le message, partagez surtout dans vos groupes, et puis, ma foi, peut-être à demain. Passez une bonne journée, merci, au revoir, je vous embrasse tous, portez-vous bien, merci. PHM, je parle en mon nom et je parle au nom d'un collectif qui s'appelle Réinfo Covid, qui réunit 350 chercheurs, enseignants, universitaires, etc. J'ai pas de conflit d'intérêt dans cette histoire et c'est la première question que vous devriez poser à tous ceux qui l'ouvrent dans cette histoire. Pourquoi il ne faut pas reconfiner? Parce qu'il y a des effets collatéraux systémiques qui sont absolument majeurs et que dans la balance bénéfice-risque, eh ben, les risques l'emportent beaucoup sur les bénéfices dans cette épidémie. Les effets collatéraux majeurs, ils sont à la fois sanitaires, sociaux, économiques, systémiques. Sanitaires, vous avez des infarctus non revascularisés sur le premier confinement, des gens qui ne sont pas venus, ils avaient mal dans la poitrine, ils ne sont pas venus, ils se sont retrouvés avec un cœur à la caisse en insuffisance cardiaque terminale. Vous avez des cancers, des leucémies, des lymphomes qui ont 3, 6 mois, 7 mois de retard diagnostique et thérapeutique. Et on voit des formes qu'on ne voyait plus depuis 30 ans, avec des pertes de chance en termes de pronostic qui sont majeures et qui vont largement compenser les morts du Covid, hein, et même bien plus. Vous avez des personnes âgées qui déclinent au niveau cognitif très très rapidement, d'être isolés socialement, de derrière des masques. Et ben nous on a des témoignages d'orthophonistes qui nous disent de semaine en semaine, ils reconnaissent plus un éléphant d'un lapin. Puis la semaine d'après, ils savent plus ce que c'est qu'une carotte. Pareil, vous avez des enfants en crèche qui sont avec des tatas masqués toute la journée, qui n'ont pas le droit de les toucher. Ben, relisez Cyrulnik et les orphelinats de Roumanie, et ben, c'est ce qu'on est en train de faire à nos enfants. Ils n'arrivent plus à apprendre à parler, ils n'arrivent plus à associer les phonèmes avec l'articulé avec les émotions. On est en train de devenir fou. La réalité, c'est qu'on est devenu fou et il faut même faire des mesures ciblées. Donc, comme je vous l'ai dit, laissez les médecins prescrire l'hydroxychloroquine, le Zithromax et le zinc. La balance bénéfice-risque, même si vous ne savez pas si ça va vraiment bien marcher, ben, il faut le faire. Il y a tellement peu de risques et il y a tellement de bénéfices potentiels. Laissez-les faire et arrêtez d'essayer de vendre le remdesivir. Éclairez les conflits d'intérêts dans cette histoire auprès du conseil scientifique, auprès du gouvernement et auprès de la NSM. Je veux dire, ça c'est le travail des journalistes. Et puis, masquer les personnes à risque, comme je vous l'ai dit, avec des FFP2, ça ne sert à rien de leur faire croire que le masque de papier va les sauver, c'est juste pas vrai, quoi. C'est une imposture et on le sait tous. Et puis, laisser les restaurants travailler, laisser les autres travailler, etc. Et puis, donner des sous à l'hôpital. Merci voilà, beaucoup, ça fait 15 ans qu'on n'a pas de sous. Merci.